quand on examine tous ces gens qui viennent avec leur bourrelet, avec leur excès de graisse, avec leurs obésités, on voit bien que ça va largement au-delà d'une simple comptabilisation des calories. Il n'y a pas qu'une obésité, il y a des obésités différentes, avec des causes différentes, avec des localisations différentes sur le corps, avec des symptômes différents. Et si on ne va pas chercher à comprendre ça, je ne vois pas comment on peut y arriver. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre silhouette ce matin avec mon invité, le docteur Didier Panizza. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Alors la médecine nutritionnelle, on voit ce que c'est, mais la médecine fonctionnelle, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. La médecine fonctionnelle, c'est le prolongement de ce que je fais, puisqu'on cherche à comprendre comment fonctionne le corps, comment il se dérègle également, de manière à pouvoir trouver des solutions aux problèmes de santé. Donc fonctionnel, c'est toute une série d'investigations en fait. Voilà, à partir d'une plainte, par exemple, j'ai grossi, et moi je vais vous répondre, eh bien j'ai besoin de savoir pourquoi vous avez grossi, comment vos systèmes métaboliques se sont déréglés, comment ces dérèglements s'enchaînent, et comment finalement on arrive à un excès de poids qui va se loger en plus dans un périmètre particulier du corps. Une partie du corps. En fonction des dérèglements. Voilà, médecine fonctionnelle dont le père est le docteur Jeffrey Blands. Oui. Vous pouvez googler, mais c'est essentiellement en anglais. Beaucoup d'entrées en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me renseigner sur ce que c'était que cette médecine fonctionnelle. Il a un disciple en France qui est très connu et au Luxembourg qui s'appelle le docteur Georges Mouton. Voilà, qui est le prolongement, le porte-parole aujourd'hui des recherches qui sont faites aux États-Unis par toute l'équipe de Bland. Alors vous êtes là aujourd'hui puisque vous avez eu la bonne idée de m'envoyer un livre qui s'appelle Grossir, c'est toujours mal fonctionné chez Géo Reflet. C'est un livre qui revient sur pas mal d'idées reçues qui circulent. Vous, par exemple, vous allez contre l'idée reçue que grossir, c'est trop manger ou ne pas bouger assez. Pourquoi vous allez contre cette idée ? Écoutez, comme n'importe quel médecin, j'écoute les gens, je les regarde. Et très vite, je m'aperçois, quand j'ai commencé à exercer, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette notion de trop manger, pas assez bouger. On voit des gens, et vous en connaissez forcément, qui sont très gros et qui mangent presque rien. Et puis à l'inverse, vous connaissez des gens qui sont maigres, qui peuvent manger n'importe quoi et il ne se passe rien. Donc voilà, et effectivement, quand on examine tous ces gens qui viennent avec leur bourrelet, avec leur excès de graisse, avec leurs obésités, on voit bien que ça va largement au-delà d'une simple comptabilisation des calories. Vous remettez en cause cette stratégie de la cause unique. À noter que vous travaillez beaucoup sur les obésités, et vous dites les obésités, parce qu'il n'y a pas qu'une obésité. Non, il n'y a pas qu'une obésité, il y a des obésités différentes, avec des causes différentes, avec des localisations différentes sur le corps, avec des symptômes différents. Et si on ne va pas chercher à comprendre ça, je ne vois pas comment on peut y arriver. Les régimes, ça existe depuis toujours, c'est très à la mode, il y a des nouveaux régimes tous les ans. C'est toujours le même principe. On cherche par un moyen ou par un autre à affamer les gens, en espérant qu'en les affamant, on va régler le problème. Eh bien, non seulement ça ne marche pas, alors ça peut marcher à court terme, évidemment, on est content quand on a perdu 10 kilos, mais ça ne marche pas et c'est dangereux parce qu'on regrossit obligatoirement et en général avec des dérèglements qui sont aggravés pendant ce temps-là. Alors il existe, écrivez-vous, une géographie de la graisse. Oui, c'est la première... Expliquez-nous un petit peu en quoi cette géographie consiste-t-elle. La première étape de ma démarche, c'est de regarder d'où vous avez grossi. Voilà. Alors vous pouvez avoir grossi du ventre, vous pouvez avoir grossi des cuisses, vous pouvez avoir grossi des jambes, et tout ça a une signification différente. Donc la localisation de la graisse sur le corps nous donne beaucoup de renseignements, déjà sur... ça nous donne une idée des causes qui sont derrière. Là, vous dites que la localisation de la graisse est en fait la clé peut-être et un des éléments de compréhension. Mais ça nous permet de comprendre quoi ? De comprendre les dérèglements qui sont derrière ça. Si vous grossissez de l'abdomen, il y a fort à parier que vous avez un dérèglement de votre pancréas. C'est-à-dire que votre pancréas, pour des raisons variables, n'arrive plus à réguler correctement ses hormones et du coup ça a des conséquences sur l'utilisation de votre repas. Et ça va se terminer par une production et une accumulation de graisse dans des zones particulières. Donc en l'occurrence, quand il s'agit du pancréas, on a de la graisse sur l'abdomen.
Mais il y a plusieurs sortes de graisses abdominales. Alors allez-y, c'est passionnant. Les graisses qu'on appelle les graisses sous-cutanées, c'est-à-dire celles qui sont sous la peau. Vous pincez le pli cutané du ventre et vous sentez qu'il y a beaucoup de graisse en dessous. Donc ça, c'est une graisse superficielle qui est très influencée par le stress d'ailleurs. Et puis, vous pouvez avoir une graisse abdominale, et ça c'est bien plus embêtant, en profondeur, donc au contact des organes, au contact du foie notamment, et dans le foie, au contact des intestins, au contact des artères. Donc cette graisse viscérale représente des dérèglements majeurs de la santé qui vont tôt ou tard amener les gens à des complications, c'est-à-dire à des ennuis, des maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies comme le diabète, comme les risques vasculaires, comme les maladies neurodégénératives, comme les cancers. C'est les trois types ou il y en a d'autres? Alors ça, c'est pour les graisses abdominales. Ensuite, vous avez évidemment les graisses plutôt féminines, graisses dites gynoïdes, qui sont sur le bas du corps. Et là aussi, vous avez plusieurs variations selon que cette graisse se situe en haut des cuisses, à l'extérieur du bassin, à l'intérieur des cuisses. Ou alors, et ça c'est plutôt d'origine hormonale, c'est ce qu'on appelle la graisse glutéale ou la graisse culotte de cheval. Et puis vous avez des graisses qui envahissent les cuisses et des graisses qui envahissent toute la jambe. Et là, on est sur des problèmes circulatoires plutôt, qui peuvent être capillaires, donc les petits vaisseaux sanguins, ou qui peuvent être veineuses. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est toute une panoplie en fait de choses qu'on peut voir déjà au premier coup d'œil. L'œil du médecin qui examine déjà est orienté par la localisation de cette graisse. Alors vous avez été un élève du docteur Jacques Moron, qui est le précurseur en France de la morphomédecine, et lui il avait compris que en parlant des graisses et des surcharges adipeuses, qu'il existait des zones froides et des zones chaudes. Ça, c'est une autre... Mais c'est intéressant, ça. Oui, alors, ça voudrait dire qu'il existerait... Est-ce que ça voudrait dire qu'il existerait des graisses froides et des graisses chaudes? C'est ce que j'ai compris en lisant votre livre. Oui, un peu, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans la démarche, donc, je vous ai dit, ma première étape, c'est la localisation de la graisse. D'où avez-vous grossi? La deuxième question que je me pose, c'est quel est l'aspect de cette graisse? Et donc, je touche, je vais avoir une graisse chaude ou une graisse froide au toucher. Je vais avoir quelque chose de compact. Pardon de vous interrompre, mais quand vous dites chaude ou froide, quand vous dites chaude, c'est vraiment chaud. C'est chaud au toucher. Ouais. Vous mettez la main sur le ventre, c'est chaud. Ou vous mettez la main sur le ventre, c'est froid. Et donc, ça, c'était la deuxième règle. Et le docteur Moron avait ce génie d'observation qui lui a permis de décrire plein de choses. Bon, donc moi, j'ai pris la relève en ayant pas mal travaillé avec lui. Et donc, j'ai constaté, comme lui, bien sûr, qu'il y avait des graisses chaudes et des graisses froides. Et à un moment, je me suis dit que c'était bien gentil, mais c'était très subjectif. Voilà. Si vous dites « j'ai touché votre graisse, elle est froide », bon, on n'a pas de mesure, on n'a pas de preuve. Donc, je me suis intéressé aux caméras thermiques, et donc j'ai commencé un travail avec une caméra thermique, et donc systématiquement, je fais une thermographie du corps entier. Et alors, c'est absolument, je le montre dans le livre. Ouais, il y a des photos, il y a des illustrations. Il y a des zones qui sont chaudes. Alors, bon, ça, j'ai entériné la chose. Bon, c'était pas très difficile. J'ai entériné aussi le fait que lorsque vous soignez correctement ces personnes, la graisse froide redevient chaude. Et surtout, en potassant un peu la littérature scientifique, on a trouvé des explications qui sont que lorsque une cellule graisseuse se remplit de trop, une cellule graisseuse, elle est alimentée en oxygène par un capillaire sanguin. Lorsque cette cellule se remplit de trop, elle dépasse la taille... le périmètre que le capillaire sanguin est capable d'inonder en oxygène, et cette cellule donc passe en hypoxie, elle est froide. Le problème, c'est que quand cette cellule est en hypoxie, elle va changer de mode de fonctionnement. Elle va se mettre à fonctionner sur un mode inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à fabriquer, à sécréter des protéines d'inflammation qui sont redoutables pour la santé. Donc voilà tout l'intérêt de toucher, de mettre la main et ensuite de confirmer avec une caméra. Et je vous assure que c'est très caractéristique. Pardon de vous poser les questions, mais la température normale de la graisse, c'est froid ou chaud ?
Alors, on parle de température cutanée. Hein, oui, bien sûr, oui. Donc, la température à peu près normale autour de 35 degrés. Voilà. D'accord. Quelquefois, on descend à 30 ou à 28. Ça, c'est ce qu'on appelle... Les graisses froides, elles sont à 28, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Oui. Si vous êtes en train de nous écouter chez nous, est-ce qu'on peut individuellement se rendre compte ? Vous mettez vos mains sur les flancs, là, et c'est là qu'on a des zones froides. Et je vous assure qu'il y a des grosses différences. Il y a des gens qui ont le ventre chaud et d'autres qui ont le ventre froid. Alors, c'est embêtant, un ventre froid, ça veut dire que quand on continue nos recherches, et moi je les continue avec un scanner de mesure qui me permet de mesurer la graisse viscérale, il y a une corrélation entre la graisse froide vue, ou la zone froide vue à la caméra thermique et la présence de graisse viscérale. Bien. Quand Faudil Belhamri, qui réalise cette émission, m'a demandé comment on appelle l'émission, je lui ai dit on l'appelle graisse, mais c'est vrai que vous êtes un spécialiste de la graisse, et plutôt des graisses. Hein, là aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, on croit qu'il y a une graisse, mais il y a des graisses. Absolument. Donc, notamment, puisqu'on parle de l'abdomen, eh bien, on a des graisses superficielles sous la peau et on a des graisses en profondeur. Alors, il faut savoir quand même qu'une personne en bon état de santé n'a pas de graisse viscérale. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour d'autres raisons et qui ont 0 gramme de graisse viscérale. Or, on considère aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, elles ne sont pas extrêmement nombreuses, mais ça commence à se faire. Chez une femme, il ne faut pas dépasser 500 grammes, par exemple, de graisse viscérale. Après, il y a une corrélation avec les risques pour la santé. Et chez l'homme, c'est 800 grammes. Voilà. Au-delà, attention, vous êtes engagé dans un processus qui va, tôt ou tard, vous amener à un problème. Mais si vous avez 10, 15 ou 20 kilos de surpoids, vous avez forcément plus que 800 grammes de graisse viscérale, non ? Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont obèses et qui n'ont pas de graisse viscérale. On appelle ça les obésités métaboliquement saines. Alors c'est, je ne sais plus, 10 ou 20% des gens obèses. Donc, et puis à côté de ça, vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup de graisse en excès et qui ont beaucoup de graisse viscérale. Mmh. Et là, comment justement vous faites pour déterminer le poids de cette graisse viscérale ? Par un scanner. J'ai un scanner de mesure, un scanner qui s'appelle IDEXA et qui mesure la composition du corps au gramme près. Donc ça nous permet de connaître la quantité totale de graisse, la quantité de graisse superficielle, la quantité de graisse viscérale et sa répartition dans le corps. D'accord. Quand vous dites j'ai ce scanner IDEXA, vous êtes nombreux en France à l'avoir ou c'est un scanner particulier ? Oui, c'est un scanner donc IDEXA qui est fait pour mesurer la composition corporelle. Et non, on n'est pas très nombreux à l'avoir, en tout cas dans des cabinets privés. Ça existe dans les hôpitaux ou dans quelques centres d'imagerie. Mais en général, c'est utilisé pour faire des recherches et ce n'est pas utilisé en pratique courante. Or, moi, je l'utilise en pratique courante, ce qui me permet de savoir qu'au départ, au temps zéro, vous avez par exemple 2 kg de graisse viscérale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous soigner correctement et de réduire cette graisse viscérale. Parce qu'il y a vraiment, dès qu'on dépasse les seuils dont je vous ai parlé, il y a vraiment des risques, et plus chez les femmes. Chez les femmes, la montée de la graisse viscérale les expose beaucoup plus que chez les hommes. Voilà, c'est la première émission du docteur Didier Panizza aujourd'hui qui est avec nous et qui a écrit notamment Grossir, c'est toujours mal fonctionné aux éditions Géo Reflet. On parlait de la graisse tout à l'heure. La graisse est un organe, mais quelle est la fonction de cet organe ? À quoi ça sert ? Alors, ça sert d'abord, c'est une réserve d'énergie. La graisse, elle est là pour nous servir de réserve si, dans les situations difficiles, on ne peut plus manger pour diverses raisons. Et puis, c'est un tissu de soutien, c'est-à-dire que ça amortit aussi beaucoup de choses. Donc, vous voyez, ça a de multiples fonctions. C'est un organe parce que cette graisse, on s'est aperçu qu'elle sécrétait des hormones. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'un organe maintenant, carrément. Donc, c'est à la fois une réserve d'énergie. Et vous dites que c'est la plus grande réserve d'énergie de l'organisme. Oui. Ouais. En théorie, c'est 2 mois de réserve. En théorie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourrait tenir 2 mois sans... En théorie, si tout fonctionnait bien, on doit pouvoir tenir 2 mois. Mais en réalité, il faut encore que cette réserve de graisse, elle est à l'intérieur de cellules, les adipocytes, les cellules qui sont faites pour ça. Encore faut-il que ces cellules soient en bon état de fonctionnement et qu'elles soient capables de libérer l'énergie qu'elles stockent. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est aussi donc un organe producteur de signaux hormonaux, c'est-à-dire que ça produit des hormones ? Écoutez, je vous cite une hormone que tout le monde connaît, c'est la leptine. La leptine, elle est fabriquée par les cellules graisseuses et c'est une hormone qui va parler au cerveau. C'est l'hormone de la satiété. Voilà, elle va dire au cerveau,
les adipocytes sont pleins, tu peux envoyer le signal de satiété. Et elle va dire à d'autres organes, vous pouvez, maintenant qu'on a rempli les réserves, vous pouvez ouvrir les robinets de sortie. Sauf que c'est à peu près la première chose qui se dérègle, voilà, quand tout va mal. Hein. Donc les adipocytes n'arrivent plus à produire leur leptine, la leptine parle mal au cerveau, et donc les patients n'ont plus de satiété. Et ça, je l'entends très souvent, c'est très précoce, et c'est très culpabilisant. Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'avez pas la satiété, et donc vous finissez votre repas en vous sentant trop rempli. Et là, vous vous en voulez, en vous disant, zut, j'aurais dû faire attention. Bon. Alors, quand tout fonctionne bien, eh bien, vous mangez, et très, très rapidement, d'ailleurs, s'installe la satiété. Voilà. Le message vous dit, stop, t'as assez mangé, arrête. Il y a des gens qui ont toujours faim. Hein. Oui, mais c'est là, justement, qu'il y a un problème. Et qui peuvent manger sans s'arrêter. Hein. Ça, c'est le problème de leptine, problème de satiété. Et d'ailleurs, quand on arrive à les soigner, ces personnes, à corriger les dérèglements, hop, ils retrouvent une satiété. Ils sont très surpris. Alors, il y a ce que vous appelez et que vous décrivez dans votre livre, le processus d'hypertrophie et le processus d'hyperplasie. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors ça c'est très important. C'est une notion qui a été mise en lumière il y a quelques années, c'est pas très long. Donc, normalement, lorsque vous remplissez lorsque vous faites de la graisse, hein, et on en fait sans arrêt tous les jours, vous remplissez des cellules qui existent. On a 35 milliards d'adipocytes à peu près dans le corps, donc qui sont prêts à être remplis et à se vider. Dans certains cas, pour différentes raisons, eh bien, on va créer de nouvelles cellules. C'est-à-dire qu'on va pas remplir celles qui existent déjà. Et on va passer à un autre phénomène qui s'appelle l'hyperplasie. L'hyperplasie. Alors, je reviens sur ma graisse abdominale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on a ces fameuses zones froides, ces fameuses zones d'hypoxie, et que, comme je l'ai indiqué, on passe en syndrome inflammatoire, eh bien, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Vous voulez revenir donc sur ces fameuses cellules de graisse. Vous parliez de l'hypoxie. Oui. Donc, quand l'adipocyte passe en mode de fonctionnement inflammatoire, eh bien, il se met à se multiplier. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle c'est vraiment embêtant. Cette graisse va entraîner une hyperplasie. Et là, on ne reviendra jamais en arrière. Une cellule graisseuse, imaginez une boîte dans laquelle vous avez une petite bulle de graisse qui occupe environ le quart de cette cellule. Et elle va se remplir, 4 quarts, et puis ensuite on va remplir une autre, etc. Et bien là, et quand tout va bien, la cellule va se vider, mais il restera une petite bulle qui occupe un quart du territoire. Et bien quand vous avez fabriqué 10 milliards d'adipocytes, vous aurez une masse graisseuse basale qui sera nettement supérieure de toute façon, même si tout fonctionne bien, à ce qu'elle était auparavant. Mais ce qui veut dire qu'elle ne revient pas en arrière ? Non. On fabrique des cellules, elles sont là. Alors, il y en a qui meurent pour différentes raisons, mais ces cellules restent et elles vont représenter un volume de graisse qui sera plus important que ce qu'il était avant les enduits. Alors, vous parlez dans votre livre du processus de fabrication de la graisse, ce qu'on appelle la lipogénèse, donc ça, c'est normal. Oui, tout à fait. La lipogénèse, c'est la transformation des sucres et des graisses qui sont dans le sang, qui rentrent dans ces fameuses cellules adipocytes et qui transforment ça en triglycérides. Les triglycérides étant les graisses de réserve. Voilà. C'est ça le processus de lipogénèse. Puis en face de ça, vous avez le processus qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire l'évacuation, la vidange de la cellule graisseuse. Et tout ça fait appel à des mécanismes extrêmement sophistiqués. Et notamment, et c'est pour ça sans doute qu'on grossit différemment, selon les problèmes de santé qu'on peut avoir, vous avez sur ces adipocytes des petits capteurs qui sont des récepteurs, si vous voulez, qui réagissent à surtout l'adrénaline. Eh bien, vous avez des capteurs qui, lorsqu'ils sont sollicités par l'adrénaline, bloquent la sortie de la graisse. Et au contraire, vous avez des capteurs qui facilitent la sortie de la graisse. Là, vous avez des cellules dans différentes zones. Par exemple, les femmes, dans les zones gynoïdes, elles ont des cellules qui ont moins de capteurs pour la vidange. Et puis, tout ça peut se modifier sous l'effet de différentes choses. Donc, vous vous retrouvez avec des cellules graisseuses qui fonctionnent bien, qui se remplissent, qui se vident, et des cellules graisseuses qui ne fonctionnent pas bien, qui se remplissent, mais qui ne se vident pas. Ou d'autres qui se remplissent trop facilement. Est-ce que c'est ça que vous appelez l'hyperlipogénèse ? Oui, bien sûr. La lipogénèse, c'est naturel. Voilà. L'hyperlipogénèse, eh bien, c'est la dérive qui vous amène à fabriquer trop de graisse. Alors, on parlait tout à l'heure de la localisation des graisses et des informations qu'elles vous apportaient, vous, en tant que médecin. Et est-ce que la localisation des graisses a un rapport avec la nature du dysfonctionnement qui va avec ? Oui. Alors déjà, par ces fameuses cellules
ces fameuses cellules qui ont des récepteurs et qui vont être différents et qui vont être modifiés éventuellement. Si vous avez un dérèglement hormonal, si vous êtes une femme et que vous avez un dérèglement hormonal, il est fort à parier que dans ces zones dites gynoïdes, c'est-à-dire extérieures du bassin, bas du ventre et intérieur des cuisses, vos cellules graisseuses vont se transformer. Les capteurs pour la vidange vont disparaître. Elles en ont déjà moins au départ et ça va disparaître. Donc ce sont des zones du corps où qu'on ne peut plus éliminer. Donc, vous voyez, là, on va rechercher la cause. C'est-à-dire qu'on ne peut plus éliminer? On ne peut plus éliminer la graisse de ces zones-là, parce que les cellules graisseuses sont en mauvais état, ne se vident plus. Voilà, c'est ça, l'hypolipolyse. D'accord. On ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que... c'est notre rôle. C'est votre boulot. La personne, elle, ne peut pas revenir en arrière par de simples mesures alimentaires. Donc, notre rôle, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la nature de ce dérèglement hormonal et comment on peut y remédier. Mais c'est jamais une partie gagnée d'avance, c'est très complexe. Vous voyez, y a des lésions qui sont durables, définitives, il y en a d'autres qui sont passagères. D'accord. Autre exemple de dérèglement, de dysfonctionnement? Écoutez, si vous avez une circulation capillaire mauvaise, donc les capillaires sanguins sont hypersensibles au froid, et donc dans certains cas, ils deviennent vraiment très très hypersensibles au froid. Donc la circulation, la microcirculation se fait mal, et là, ça va perturber le fonctionnement de cellules graisseuses qui sont plutôt situées sur les bras et sur les cuisses. L'extérieur des cuisses, cette fois-ci. Bien, alors quelqu'un qui vient vous voir, comment est-ce que vous procédez? Alors, écoutez, je vous en ai déjà donné une partie. La première, c'est d'où avez-vous grossi? Je veux savoir d'où vous avez grossi. Deuxièmement, je vais essayer d'analyser l'aspect de votre graisse. Est-elle chaude? Est-elle froide? Est-elle fibreuse? Ensuite, je vais vous poser quelques questions sur les moments de votre vie où s'est installée cette graisse. Il y a peut-être eu une maladie, une opération, un gros choc. Tout ça, ça peut être le point de départ d'un processus de prise de poids. Et puis, les symptômes. Alors, les symptômes, c'est très intéressant parce qu'à chaque dérèglement, il y a des symptômes. Par exemple, est-ce que vous dormez, vous avez envie de dormir, vous avez un coup de barre après le repas de midi? Ou est-ce que vous vous sentez gonflé, ballonné dès que vous commencez à avaler 3 bouchées? Est-ce que vous avez froid? Et à quel moment de la journée vous avez froid? Évidemment, est-ce que vous avez plus froid que normalement? Est-ce que vous avez froid alors que les autres n'ont pas froid? Voilà. Vous voyez, toute la chronologie de cet examen clinique, c'est un examen médical banal, tous les médecins savent faire ça. Et puis ensuite, on va prolonger cette démarche avec des mesures, donc mesures avec la caméra thermique, mesures avec le scanner, et puis enfin, un bilan biologique qu'on appelle un bilan fonctionnel, qui est destiné à essayer de comprendre, 1, qu'est-ce qui s'est déréglé dans votre corps, et 2, quelles sont les relations entre ces dérèglements, et donc comment je vais pouvoir vous aider à corriger ça. Est-ce que les gens ont conscience, et bien conscience, de l'endroit où ils ont grossi? Est-ce qu'ils le savent précisément? Alors, oui et non. Oui, parce que ça se voit, tout le monde le sait. Vous voyez, j'ai trop de ventre, je ne peux plus fermer ma veste, je ne peux plus enfiler mon pantalon. La difficulté, c'est que malheureusement, il y a souvent des dérèglements associés, qui vont donc entraîner plusieurs localisations de graisse. On peut très bien grossir du ventre et grossir des cuisses. Et d'ailleurs, malheureusement, on le voit de plus en plus souvent. Les femmes sont beaucoup plus concernées qu'auparavant par la graisse abdominale. Parce que la graisse abdominale suppose un dérèglement du pancréas, un dérèglement souvent des glandes surrénales, quelquefois un dérèglement de la thyroïde. Et donc, ce sont des pathologies que les femmes ont de plus en plus souvent, alors qu'auparavant, vous voyez, on faisait la distinction simple entre graisse androïde, celle des hommes, du haut, et graisse gynoïde, celle des femmes. Maintenant, on voit beaucoup de femmes avec des graisses gynoïdes plus androïdes. Est-ce qu'il y a des âges, finalement, aussi, et notamment, je pensais à la ménopause, est-ce que ça change la répartition des graisses chez les femmes? Oui, parce que la ménopause, c'est un bouleversement hormonal, et bien sûr, et qui ne se passe pas toujours bien, et donc ça va souvent aggraver les problèmes. Et c'est là, justement, qu'on va passer d'une graisse gynoïde antérieure à l'association avec une graisse androïde abdominale. Et notre invité, le docteur Didier Panizza, je rappelle, docteur, que vous êtes médecin en médecine fonctionnelle et nutritionnelle et que vous publiez Grossir, c'est toujours mal fonctionné aux éditions Géo-Reflet. Quels sont les acteurs des dérèglements? Alors, les acteurs hormonaux. Oui, hormonaux. Pour commencer, oui. Eh bien, je dirais le pancréas. Le pancréas, sa mission, c'est de nous permettre, c'est de permettre à nos cellules d'utiliser le sucre du repas qui doit servir de carburant. Eh bien, cette activité repose sur 2 hormones qui sont l'insuline et le glucagon.
Et ces deux hormones sont en balance toujours l'une par rapport à l'autre. Et souvent, le point de départ des dérèglements, c'est cette perte de la synchronisation des deux hormones qui va se faire au détriment du glucagon et au profit de l'insuline. Et donc, ça va entraîner une série de dérèglements, mais en tout cas, vos cellules, à ce moment-là, n'arrivent plus à utiliser correctement le sucre. Donc, vous imaginez les conséquences, vous êtes affamé, vous êtes fatigué, et donc, le pancréas, rapidement, essaye de s'adapter et va se mettre à sécréter de plus en plus d'insuline pour arriver à faire entrer un petit peu de sucre dans les cellules. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résistance à l'insuline. Et c'est très important parce que c'est le point de départ de la plupart de toutes nos pathologies chroniques actuelles. Donc les acteurs, c'est le pancréas avec ses deux hormones, ensuite les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont les glandes du stress. Alors maintenant, on voit beaucoup de gens qui ont des stress prolongés, chroniques, etc. Et donc, qui finissent par épuiser leurs glandes surrénales. Il n'y a plus de cortisol, il n'y a plus de DHEA, il n'y a plus de testostérone, etc. Et du coup, il y a d'autres organes qui ne vont plus pouvoir fonctionner correctement, notamment la thyroïde. Si vos glandes surrénales sont épuisées, si vous n'avez plus de cortisol, plus suffisamment de cortisol, votre thyroïde n'arrive plus à faire son travail et donc à aboutir à sa mission qui est en fait de faire fonctionner nos mitochondries, c'est-à-dire des petites chaudières que nous avons dans chacune de nos cellules. Alors la graisse se dépose dans le corps en fonction de la cause qui la provoque, c'est ce que vous dites. Une fois que vous avez identifié la cause, comment est-ce que vous prenez en charge votre patient ? Vous le faites maigrir ? Je veux dire plutôt que je le fais mincir. J'essaye. Ah, pourquoi ? Maigrir, c'est affamer les gens, c'est leur faire perdre du poids à tout prix. Ils ont perdu leurs joues, ils ont perdu leur bonne humeur, les femmes ont perdu leur sein. Et au final, on n'a rien gagné car à tous les coups, la graisse réapparaît d'une manière plus importante. Donc moi, j'essaye de faire mincir, c'est-à-dire qu'en soignant la cause, on va a priori... Cause, je veux dire du dérèglement, c'est ça ? Oui, en soignant le dérèglement et là où la cause du dérèglement, on va permettre de dégonfler les cellules graisseuses qui étaient concernées. Voilà. Et on accompagne ça évidemment d'un certain nombre de dispositions alimentaires. Donc c'est la première démarche, si vous voulez. Là. C'est pour ça que médecine fonctionnelle et nutritionnelle, bien entendu, le premier outil que nous utilisons, c'est la nutrition. Mais pas une nutrition à l'aveugle, pas une nutrition calorique, une nutrition adaptée. Si vous avez un pancréas qui fonctionne mal, eh bien, il faut essayer d'arrêter au mieux de ce qu'on peut de le stimuler. Voilà. Or, il y a des aliments qui ont la propriété de stimuler le pancréas. Donc voilà, cette démarche, vous voyez, elle va se caler sur tous les résultats des investigations que nous avons menées. Mmh. Et donc, ça veut dire que les gens repartent avec quoi ? Avec un programme donc nutritionnel ? Oui, tout à fait. Les gens repartent avec un programme nutritionnel adapté aux signes cliniques, adapté à la localisation de la graisse et adapté à ce que je vais trouver dans le bilan biologique. Un exemple, par exemple, toujours sur ce pancréas, je vais vous dire, attention à l'amidon. L'amidon, c'est le sucre des céréales. Et ce sucre-là est particulièrement stimulant sur le pancréas. Donc, pour calmer votre pancréas, eh bien, on va essayer de réduire ça. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflammation dans le corps ? Eh bien, une des grandes causes d'inflammation, c'est l'intestin. Aujourd'hui, l'intestin de beaucoup de gens est devenu perméable. C'est ce que les anglo-saxons appellent le leaky gut. Ça veut dire que la muqueuse de l'intestin perd ses qualités de filtre et elle laisse rentrer dans le corps tout un tas de choses qui ne devraient pas rentrer. Et évidemment, ça entraîne une réaction du système immunitaire et ça provoque de l'inflammation. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui abîme le plus la muqueuse intestinale ? Le gluten. Qu'est-ce que c'est que le gluten ? C'est une protéine qu'on trouve dans le blé. Voilà. Et qui maintenant, de plus en plus, massacre la muqueuse intestinale des gens qui en consomment. Donc voilà, il faut guérir l'intestin, c'est ça ? Il faut soigner l'intestin et essayer de le guérir, absolument. Vous savez, l'intestin, c'est deux choses. C'est une muqueuse, qui est la barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, donc qui nous protège, qui est là pour ne pas laisser rentrer les choses qui vont nous faire du mal. Et puis, c'est le microbiote. Le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries qui travaillent pour nous. Eh bien, ce microbiote, aujourd'hui, aussi bien que la muqueuse, il est malmené par les produits toxiques que nous ingérons, par les antibiotiques qui sont partout. Et donc, vous voyez, la fonction intestinale, avec sa muqueuse pleine de trous et le microbiote, tout ça nous amène à de l'inflammation, à dérégler nos organes et à grossir.
Alors vous dites qu'il faut guérir l'intestin et rétablir l'équilibre des fonctions biologiques, donc c'est-à-dire la digestion, le fonctionnement de l'intestin, c'est-à-dire est-ce que vous avez un transit normal? Est-ce que dans les examens que je vous ai fait faire, j'ai trouvé que vous aviez une dysbiose? Est-ce que j'ai trouvé que vous aviez une allergie, je ne sais pas, aux œufs, au lait? Est-ce que vous êtes allergique au gluten ou est-ce que vous êtes simplement hypersensible au gluten? Bon, tout ça va déboucher sur des choses très pratiques. Donc les gens sortent de ces consultations avec un traitement, puisqu'on va essayer on peut aider le pancréas avec des plantes, on peut aider l'intestin avec des plantes et des précautions alimentaires adaptées. Comment et qu'est-ce que vous préconisez, docteur Didier Panizza, pour faire perdre les excès de masse grasse? J'imagine que les gens qui viennent vous voir ont parfois des gros excès de masse grasse. Ils peuvent avoir des demandes de perte de poids de combien à peu près? Ça peut être considérable, ou ça peut être 1 ou 2 kilos. Je vois toutes sortes de gens. Donc, évidemment, les grandes obésités, c'est encore un domaine très particulier, parce que là, on a des multitudes de dérèglements, dont certains sont totalement inaccessibles pour l'instant aux mesures de correction. Mais en tout cas, moi, j'établis, si vous voulez, à partir de mes mesures qui sont très précises, je peux aussi faire un pronostic de poids. Le pronostic de poids, c'est pas vous mesurez 1m80, vous devez peser tant et donc on va faire partir tant. On va voir votre masse graisseuse. Il faut savoir que la masse graisseuse pour un homme, par exemple, elle est comprise entre 18 et 25% du poids total. Bon, voilà, on a une fourchette. Bon, si vous êtes à 45%, on va déjà savoir à peu près la quantité de graisse qu'il faudrait perdre. Et puis surtout, si vous avez une graisse viscérale, c'est encore autre chose. La priorité devient la graisse viscérale. D'accord. Mais la question, c'est toujours la même. C'est comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser de l'excès de cette graisse viscérale? Si vous arrivez à bien soigner votre pancréas, vous allez le sentir parce que vous allez récupérer de l'énergie, vous allez dégonfler, vous allez avoir un bon sommeil, un bon transit, vous allez cesser d'avoir des apnées du sommeil, etc. Donc vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir mesurer petit à petit le dégonflement. Moi, si vous voulez, je donne des informations aux gens, j'en recueille par mes mesures, je donne des informations pour qu'ils prennent leur santé en main. Là, une fois que vous êtes passé chez moi, vous savez ce qu'il en est, quoi. À vous de faire ce que vous voulez. Si vous continuez de manger du gluten alors que je vous ai dit que c'était pas terrible pour vous, c'est votre problème. Mais au moins vous le savez. Voilà. Et vous savez pourquoi. On vous a expliqué pourquoi. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif aux gens, par exemple, pour avoir une idée? Sur le quoi? Sur le long terme? Oui. Le long terme, écoutez, une fois que j'ai déterminé que vous aviez, 15 kilos de trop, on va essayer de fixer ça comme objectif. Mais surtout, on va aussi se fixer comme objectif de prendre son temps. On n'est pas dans des démarches violentes où les gens perdent 10 kilos dans le mois. Ça, c'est pas du tout le genre de choses qu'il faut faire avec des gens qui sont en danger pour leur santé. Est-ce que l'obésité est héréditaire, comme on le dit ? Alors ça, c'est la question qui revient toujours. Oui, c'est intéressant parce que c'est très troublant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gènes qui s'expriment d'une manière un petit peu tordue. Donc il y a eu ce qu'on appelle il y a un polymorphisme pour certains gènes. Et évidemment, la fonction qui est associée au gène va être un petit peu tordue. Voilà. Donc ça se transmet parce que ça peut être lié à l'environnement du gène. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors ensuite... héréditaire, évidemment, quand vous voyez la maman, quand vous voyez la grand-mère, quand vous voyez la fille qui ont exactement la même silhouette, vous êtes bien obligé de vous dire qu'il y a quelque chose de troublant là-dedans. Alors, est-ce que ces gènes un petit peu tordus suffisent à expliquer ça? Est-ce que ce sont les habitudes socio-culturelles de la famille qui amènent ça? Bon, là, c'est difficile, mais c'est très troublant. En général, tout le monde mange à peu près la même cuisine. Dans une famille, oui. Une famille, oui, mais alors, vous voyez, par exemple, vous allez avoir la maman qui est forte et le papa qui est maigre. Et qui fait la même chose, c'est-à-dire qui consomme la cuisine de sa femme pendant toute sa vie, et sa fille est devenue grosse comme la maman, et lui, il est resté maigre. Donc, vous voyez, ça nous pose beaucoup de questions, et pour l'instant, ça commence à se développer. On examine des gènes, on recherche des polymorphismes de gènes, et... c'est pas très simple parce qu'il faut faire ça à l'étranger, parce qu'en France, les généticiens ne veulent pas s'occuper de ce genre de problème. Mais donc c'est intéressant, et moi je commence petit à petit à utiliser certains gènes. Voilà. Par exemple, la thyroïde. Je vous dis 2 mots sur la thyroïde parce que c'est un sujet qui est toujours très troublant. Votre thyroïde, elle prend l'iode que vous avez dans le corps et elle fabrique une hormone qui s'appelle la thyroxine, T4. Cette hormone, donc 4 atomes d'iode. Bon.
Pour devenir opérationnel, cette hormone T4 doit perdre un atome d'iode et devenir T3. Or, l'enzyme qui permet cette conversion est soumis à toutes sortes de problèmes et peut être soumis surtout à un gène qui s'appelle le gène DIO2. Bon, eh bien, si ce gène est un petit peu tordu, toute votre vie, vous aurez une thyroïde qui marchera un peu au ralenti. Voilà. Et ça, c'est les apports de la génomique, c'est les apports récents à la médecine de tous les jours. Donc ça, c'est un dérèglement, et donc ça a un impact sur la façon qu'on a de fixer la graisse ? Oui, ça, ben, bien sûr. Si votre thyroïde marche moins bien, ben, vous ne pouvez plus rien éliminer. Hein. Et ça, c'est clair. Ouais. Mais la question que les gens se posent, voilà, on a identifié un problème thyroïdien, on m'a donné un traitement thyroïdien, est-ce que je vais devoir prendre ça toute ma vie ? Et la réponse, si vous avez le gène un petit peu tordu, oui. Sinon, on va vous soigner et il y a quand même un certain nombre de chances que vous puissiez vous passer un jour de ce traitement thyroïdien. Il y a des classes de médicaments qui font grossir. Quelles sont les classes de médicaments qui font vraiment beaucoup grossir ? Écoutez, les neuroleptiques, la cortisone, tout le monde sait ça. Les antibiotiques, oui. Les anti-inflammatoires, toutes les hormones qu'on donne aux femmes, y compris pour commencer la pilule contraceptive, tout ça, ça peut faire grossir. Et là, moi, je suis toujours inquiet de voir ça, parce que ça veut dire qu'on a modifié ce médicament qui vous a apporté un service, eh bien, en fait, a modifié d'autres paramètres dans votre corps. Est-ce que c'est réversible, ça ? Pas sûr. Et la suite est dans votre livre, une nouvelle approche. Grossir, c'est toujours mal fonctionné, docteur Didier Panizza. L'éditeur, c'est Géo Reflet. Je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast, les podcasts de Beurre FM, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Aujourd'hui, vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, docteur Panizza. Merci de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.